Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous avez les couleurs. Ensemble, on vivra un bon moment de nostalgie, un bon moment avec nos invités. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, en ce premier numéro de Brise d'été d'Oran. Eh bien, on est très heureux de vous accompagner durant 1h30 en compagnie de plusieurs invités qui vont défiler. Il y aura des sujets qui sont très intéressants et qui, franchement, et qui vous intéresseront à vous aussi. D'ailleurs, il y aura la sensibilité contre le coronavirus. Il y aura le droit, bien sûr, et il y aura aussi les graffitis. On va parler de graffiti. Eh bien oui, ces murs qui s'expriment. Eh bien, on va en savoir un peu plus avec Dr Karim Ouaras qui sera ici parmi nous. Il y aura aussi de la mode, il y aura de la beauté et il y aura bien sûr de la musique. Et bien sans plus tarder, et chers amis téléspectateurs, on vous propose cette belle chanson bien sûr de nostalgique. C'est Baroudi Bakhada et Malika Meddah في الصيف حلاوة. الصيف حلاوة بالخريف عداوة في الصيف حلاوة بالخريف عداوة ده حبنا ومات بيد الشط بدات ده حبنا ومات ده حبنا ومات بيد الشط بدات خرجت من المغزلة وارتمت على الرملة وقالت لي بنت بسيمة والصيف طولي طولي طول ديما وقالت لي بنت بسيمة والصيف طولي طولي طول ديما قالت زينة الصيفات بيد الشط بدات 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 تحت شمس العشية في لبسة صيفية حلفت العين العين في العين يبقوا ديما 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 الاتنين حلفت العين العين في العين نبقوا ديما 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 الاتنين على طول الحياة من الشط بدات بدات بدات
فصل الصيف دار ويبست أوراق الأشجار تركتني بلا سلام. Tarketni Bila Salem, nous on vous quittera jamais, on est fidèles à vous chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette belle chanson tirée des souvenirs avec le duo Baroudi Bakhada et Melika Meddeh. Eh bien sans plus tarder, on passe à la vidéo de la semaine. Alors j'ai eu un petit coup de cœur sur cette vidéo qui est très belle d'ailleurs et qui a attiré mon attention sur l'internet. Alors j'ai vu que le coronavirus, il nous a quand même rendu un petit service concernant la nature. Eh bien la nature a repris le dessus. Et oui, eh bien puisque les plages sont nettes, précises on va dire, et bien propres, eh bien les orques sont venus jusqu'en bord de mer sur les côtes de Temouchent. Alors je vous propose de suivre cette belle vidéo. On se retrouve juste après. Les orques au bord des plages des côtes de Temouchent. Eh bien ça c'est très beau. D'ailleurs ça a attiré mon attention et j'ai beaucoup aimé que la nature puisse prendre dessus, elle a repris sa place en fait. Voilà. Donc sans plus tarder, on passe à notre rubrique de la semaine, la rubrique de droit, avec bien sûr notre spécialiste du droit, Madame Djamila Saber. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Très bien, bien nous aussi, d'ailleurs même le téléspectateur, hein, ils sont très intéressés par votre rubrique puisque on parle de notre droit. Et aujourd'hui, il sera question de parler de l'atteinte à la vie privée. Mais avant cela, vous allez continuer justement la transaction douanière. Très bien. Donc, pour la transaction douanière, c'est-à-dire ce que je tiens à expliquer aux téléspectateurs, toute personne ayant commis une infraction douanière, c'est-à-dire afin d'éviter un procès et des poursuites judiciaires, peut opter pour la transaction douanière. Donc, et suite au décret du 19 avril 2019, donc ce décret a permis la désignation des commissions, des différentes commissions, c'est-à-dire auxquelles le contrevenant peut s'adresser et selon le montant de l'infraction du délit. Donc la transaction douanière touche et les marchandises, c'est-à-dire et l'échange des devises, voilà aussi. Quand une personne rentre sur le sol algérien au sort, elle a un excédent de devises qui enfreint la loi, parce que la loi est claire comme on l'avait expliqué la dernière fois. Effectivement. Voilà, donc au lieu de passer par un procès, il y a un PV qui se fait par les services des douanes et tout, afin de éviter aussi l'amende qui va s'élever au double montant, donc elle peut c'est-à-dire demander la transaction avec une demande écrite, avec des conditions. Donc il y a la transaction douanière qui se fait à l'échelle locale. Et quand ça dépasse une certaine somme, plus de 20 millions de dinars, ça touche une commission nationale, donc au niveau de la Direction générale des douanes. Et voilà. Eh bien aujourd'hui, il sera question de parler sur l'atteinte à la vie privée. Eh bien l'atteinte à la vie privée, qu'est-ce que l'atteinte déjà à la vie privée? Tout à fait. Donc l'atteinte à la vie privée est devenue un fléau social en Algérie. Les gens ne respectent plus la vie privée et comme donc c'est dû d'abord au progrès scientifique qui a toujours un pas en avance par rapport aux législateurs. Donc il y a eu le net, il y a eu les moyens de communication très sophistiqués, très abordables, les réseaux sociaux. Donc le législateur était toujours en retard. Les téléphones, les enregistrements, on va dire. Voilà. Donc et comme on le sait, le criminel a toujours un pas aussi en avance par rapport à la loi et aux législateurs. Donc il y a eu l'avènement de
du net. Et donc les Algériens ont découvert le net, ont découvert les réseaux sociaux et c'est venu en crescendo. Ensuite, le matériel de télécommunication très sophistiqué, très moderne. Effectivement. Voilà. Donc ça leur a donné des idées. Donc c'est des personnes méchantes, mal intentionnées, Oui. envieuses. Donc ça leur a donné des idées pour faire chanter les gens, de les prendre en photo. C'est interdit par la loi. Tout à fait, je Et vais puni. expliquer. Très, et puni. sévèrement puni. Hein. Donc c'est devenu, des choses très tendances et pour eux c'est normal de prendre quelqu'un. Alors dès que vous passez, on vous prend en photo, c'est-à-dire la loi. Donc la loi, elle est scindée, le code pénal, donc est clair. Il y a la section 4, donc qui punit, où on parle des articles et des sanctions de toute atteinte à la vie privée ou individuelle et l'inviolabilité du domicile. Ah, Là, on va parler des perquisitions. perquisition. Ouais, qui doivent Bon, se alors faire. ça, voilà. c'est en dernier. Tout à fait. Très bien. Ensuite, il y a la section 5, c'est-à-dire toute atteinte à l'honneur et à la considération de la personne et la divulgation du secret professionnel. Ah, Voilà. ça Donc, c'est une autre chose. Alors, moi ce que je voulais savoir justement, c'est à quel moment peut-on parler d'atteinte d'atteinte à la vie privée Voilà. d'autrui. Hein. personne n'a le droit de vous prendre en photo Très sans bien. votre consentement, sans votre avis. Très bien. Personne n'a le droit de capter votre photo, qu'elle soit au niveau d'un Facebook, Instagram, réseaux sociaux ou autres. Personne n'a le droit ni de vous prendre en photo, ni de capter votre photo, ni de l'enregistrer quelque part, de la publier quelque part. Secondo, personne n'a le droit de vous enregistrer. Ah, sauf avec notre consentement. Voilà. Généralement, on ne donne pas de consentement pour qu'on nous enregistrer enregistre. une Voilà. conversation ou quoi que ce soit. Tout à fait. Personne n'a le droit de vous enregistrer et d'utiliser cet enregistrement à des fins de poursuite judiciaire ou quoi. L'enregistrement se fait sur réquisition du procureur de la République et du juge d'instruction et dans des cas bien précis par la loi. Très bien. Voilà. Et quand c'est vraiment des affaires qui portent atteinte vraiment à la sûreté de l'État et autres, terrorisme et trafic d'armes et tout. Alors, personne n'a le droit, par exemple, vous êtes dans un lieu privé, de vous enregistrer, comme je l'avais dit, de capter votre photo, de vous en... Public, voilà. un endroit aussi public. Personne n'a le droit de s'introduire dans votre domicile. Alors, maître, Ouais. je voudrais savoir, alors, tout ça, on le comprend, on le à sait. fait. D'ailleurs, tout le monde est au courant de ça. Tout à fait. Mais comment prouver qu'on a eu une atteinte à la vie privée? Comment prouver ça? Généralement, la personne, le criminel qui capte votre photo, enregistre, il a ce plaisir de l'utiliser. Effectivement. Voilà, donc déjà, il l'utilise sur des réseaux sociaux, il l'utilise pour des fins de chantage. Voilà, donc il contacte la personne, il lui dit voilà, j'ai vos photos, voilà. Des fois même dans des situations très délicates. Hein. Voilà, même le mari n'a pas le droit de prendre sa femme La photo de sa femme. dans une situation indélicate. Hein. Voilà, donc il contacte ou il publie. Sur les réseaux sociaux, où il en parle, où il pavane sur son portable, voilà, la photo de tel ou tel ou tel. Voilà, je l'ai C'est pris. ce qu'on voit tout le temps, d'ailleurs. Tout le temps. C'est ce qu'on voit tout le temps. Ils ne savent pas que fréquemment. c'est interdit. Voilà. Donc pour eux, c'est une fierté. Ils sont rusés, ils sont intelligents. Donc oui, ils contactent la victime. Ils lui proposent de l'argent ou autre. Ça, c'est du chantage. Ah oui, ça carrément, c'est du Et chantage. puni par la loi. Ouais, c'est doublement puni. Hein. Non seulement il a violé. Et quelle est la sanction? Alors là, on commence avec Des chantages, des chantages. Voilà. Donc l'article 303 bis 1, 303 bis 2. Donc alors la sanction, elle va de 6 mois à 3 ans de prison ferme. Plus les dédommagements, donc qui vont jusqu'à 200 000 dinars. Moi, je trouve que c'est peu pour un préjudice moral. Justement. Voilà, c'est très Voilà. peu. Même 3 ans, c'est très peu. Effectivement, Voilà. 3 ans, c'est Donc, très peu. c'est très peu. Avec les grâces et tout, donc Voilà. on le voit sortir en, je sais pas, Voilà. en quelques temps, en peu de temps, on va dire, en quelques à mois. fait. Et non.
Et ça, ça bousille la vie de la... Et avant que ces lois ne soient légiférées, il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le chantage, ils ne pouvaient plus voir leurs photos, c'est-à-dire circuler comme ça sur des téléphones, des réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont suicidées. Ils ont disloqué des familles aussi. Il y a eu des divorces. Il y a eu des cas, par exemple, dans un mariage. Vous voyez, quand il y a, par exemple, la mariée qui change, tasdera, ce qu'on appelle. Exactement, oui. Les femmes rentrent dans une pièce et elles se changent. Effectivement. Alors, il y a eu des femmes qui ont pris en photo des femmes presque nues qui étaient en train de se changer. Alors, vous parlez d'un mariage, il y a même dans les bains. Les bains morts. Dans les bains morts, mais là, c'est très grave. Très grave, oui. Là, c'est très grave. Voilà, donc, et la loi n'était pas encore promulguée et légiférée, alors c'était catastrophique. Il y a eu des divorces, des familles qui se sont disloquées, mais maintenant, non. Maintenant, ce qui est bien aussi, il y a la loi de 2019 pour tout ce qui est portant sur la cybercriminalité. Exactement. Ah là, on a des équipes au niveau de la sûreté, au niveau de la gendarmerie, au niveau même des services. Parce que là, la police judiciaire, la qualité de la police judiciaire, elle a été reprise par les services de la sécurité militaire de l'armée. Voilà, donc ils peuvent intervenir même... Alors, j'allais vous poser justement la question de quelle façon on peut déposer plainte contre ces personnes qui pratiquent les atteintes contre la vie privée d'autrui. Donc, il y a deux façons. Quelle est la procédure? Tout à fait, il y a deux façons. Donc, et pardon, avant, j'ai oublié les informations qu'on donne sur Facebook aussi, concernant une personne. Par exemple, pendant ce problème de Covid-19, il y a eu des informations, telle personne a le Covid, a le Corona. Donc, c'est des dénonciations calomnieuses. Non, il ne faut pas, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut et de dire, divulguer ou pas. Tout à fait. La personne est libre. Là où vous captez l'information, vous pouvez la capter, c'est-à-dire et la garder comme preuve. Des fois, on arrive même à vous injurier et à vous menacer par SMS. Alors, tout de suite, vous faites des captures de SMS. Tout de suite. Non, vous pouvez les imprimer carrément, hein. Ah oui, oui. Nous, on a des affaires comme ça. On a imprimé carrément les SMS et on les a déposés comme preuve, ce qu'on appelle la preuve électronique. Et est-ce que c'est pas contre la loi de faire des captures d'écran? Il l'a envoyé. Les messages vous ont été destinés. Effectivement. Donc, il vous a injurié, il vous a menacé, il vous a envoyé les SMS sur votre portable. Donc, c'est de votre droit d'imprimer, de faire ce qu'on appelle les captures de SMS, les captures de SMS, vous les imprimez carrément, on les imprime, voilà, et vous les déposez comme preuve. C'est ce qu'on appelle les preuves électroniques. Voilà, c'est nouveau, c'est moderne et tout. Et ça marche très bien. Hein. Donc, moi, personnellement, j'ai eu des affaires comme ça que j'ai traitées, où j'ai demandé aux clients d'imprimer les SMS et on a déposé pour atteinte. Alors, en bref, on se présente au commissariat de police ou alors vers la gendarmerie. La gendarmerie, la police, et c'est au niveau de leur centrale, hein, pas au niveau des commissariats. C'est au niveau de la sûreté. Parce que les bureaux qui gèrent ce problème de cybercriminalité se trouvent au niveau des chefs de sûreté, c'est-à-dire la sûreté de la wilaya, comme on a ce qu'on disait avant, centrale. C'est la sûreté de la wilaya. La gendarmerie, c'est le groupement, là, parce que c'est des bureaux centralisés, voilà, avec des officiers très formés en matière de tout ce qui est criminalité informatique, cybercriminalité. Ils sont formés, et généralement, c'est des ingénieurs en informatique qui jonglent. Des fois, vous avez votre compte qui est piraté aussi. Oui, donc, souvent d'ailleurs. Voilà, donc vous déposez plainte, eux, ils s'en chargent, vous leur donnez le mot de passe. Donc il y a deux, ou vous présentez devant ce bureau de cybercriminalité, ou bien une plainte près du procureur de la République, du tribunal compétent de la ville où vous êtes, voilà, où vous résidez. Ou là où vous avez, généralement, on prend le tribunal compétent en matière de procédure pénale, c'est-à-dire la ville, l'endroit où vous avez reçu les menaces. Ah, voilà. D'accord. Voilà. Là, c'est un point très positif pour les personnes, quand même, pour les victimes surtout. Tout à fait. Pour les victimes. Et quelles sont les sanctions
Alors, les sanctions, c'est la prise en ferme, les dédommagements. Donc, 2 à bon, ça commence de 6 mois à 3 ans. D'accord. Et des fois, quand c'est aggravé, donc ça peut s'amplifier. Ça peut dépasser les 3 ans. Oui. Et par exemple, quand la personne vous enregistre et met à la disposition du public vos photos ou vos conversations, là, le législateur, il est parti très loin. C'est-à-dire, une fois que la condamnation est prononcée, le législateur vous permet de publier le jugement. C'est-à-dire, c'est une punition. C'est-à-dire c'est-à-dire ce criminel, celui qui a commis le crime, de le dénoncer publiquement devant tout le monde qu'il a commis, il a été condamné à telle peine d'emprisonnement et tout ça. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il a essayé de faire du mal. Eh bien, c'est le mal qui s'est retourné contre lui. Exactement. Eh bien, voilà. On dit toujours, d'ailleurs, le mal se retourne toujours contre celui qui le fait. Donc, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer justement, toujours dans le même sujet, l'atteinte à la vie privée. Et l'inviolabilité du domicile. Très bien. Voilà, merci à vous. Donc, rendez-vous pris? Inch'Allah. Alors, sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, je vous propose un sujet qui a été signé par notre ami et journaliste de l'information Khadra Chikel concernant l'ouverture du 3e laboratoire d'analyse de PCR au CHU d'Oran Benzerjeb. Et on se retrouve juste après avec monsieur le directeur de la santé, monsieur Boudan Saltine. Depuis le mois de mai, Oran dispose de 2 laboratoires de dépistage du coronavirus. Voilà qu'un 3e laboratoire s'ajoute pour le diagnostic des cas suspects, équipé de tous les instruments nécessaires pour le dépistage de la Covid-19. كل التجهيزات وفرت أساتذة بيولوجيين هذا الجهاز يقوم بحوالي 14 تحليل في مدة 2.5 ساعات يعمل بمداومة 24 ساعة على 24 ساعة. Le nombre de cas confirmés atteints du coronavirus a sensiblement progressé à Oran ces derniers temps. Rappelons que le premier laboratoire pour le dépistage du Covid-19 relevant de l'Institut Pasteur à Oran a été mis en service le 23 mars dernier, dès le début de la pandémie. النتيجة لحقنا 10 أيام 8 أيام على حسب الأمل. الآن غادي نحلوا المخبر تاعنا دونك لا بي سي ار الي او نيفو دو لوبيتال. في هذه الحالة غادي تكون النتائج محلية. Les prélèvements des cas suspects du Covid-19 étaient envoyés à l'Institut Pasteur à Alger. Cette annexe prend en charge toutes les wilayas de l'Ouest. Et le 2e laboratoire est opérationnel à l'EHU d'Oran 1er novembre depuis fin mars dernier. De retour sur notre plateau et voilà, monsieur le directeur de la santé de la wilaya d'Oran, monsieur Abdel Nasser Bouda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Très bien, alors l'État vient de venir à des mesures qui doivent être prises en considération. Comment doit-on veiller au respect de ces mesures? Bien, merci tout d'abord pour votre invitation. Effectivement, la dernière fois, il y a eu une réunion avec Monsieur le Président de la République qui avait bien sûr présidé une réunion avec 5 wilayas, avec 5 walis, dont bien sûr Monsieur le wali de la wilaya d'Oran, concernant un petit peu la situation qui prévaut à travers le territoire national sur le Covid-19. Et ensuite, à l'issue de cette réunion, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Ce sont des mesures complémentaires à l'ensemble du dispositif et à l'ensemble des mesures qui sont déjà en cours dans notre pays depuis pratiquement maintenant 6-7 mois. Bien. Dans ces mesures-là, il y a d'abord le fait que maintenant les walis ont pratiquement beaucoup plus de possibilités, ils ont pratiquement beaucoup plus d'autorité. De pouvoir. Et de pouvoir. Sur leur wilaya, effectivement. Absolument, sur leur wilaya, dans la mesure où ils peuvent prendre en charge tous les problèmes qui concernent leur wilaya. Qui concernent eux-mêmes, mais qui sont là tout autour des infrastructures de santé, c'est-à-dire des services de santé. Et parallèlement, bien sûr, ils sont là pour apporter toute la logistique nécessaire, tous les moyens encore nécessaires, tous les moyens complémentaires, tout ce qu'il faut, réactif, etc., pour pouvoir justement prendre en charge l'ensemble de la population. Ça, c'est les mesures qui ont été prises. La deuxième, c'est de donner une information concernant un tant soit peu
le nombre de cas qui sont comme ça annoncés quotidiennement. Et donc, derrière les chiffres, il faut faire une bonne lecture. Il faut faire la lecture des chiffres et essayer de donner un petit peu des explications un peu plus approfondies autour des chiffres, que ce soit par exemple le nombre de cas. Les chiffres sont inquiétants à Oran d'ailleurs. Ils le sont depuis un bon bout de temps, mais maintenant ça a accéléré depuis pratiquement la fin juin, début juillet. Et il y a bien sûr toutes les mesures qui sont inhérentes à la protection, qui sont inhérentes toujours à la prévention, auprès du grand public, auprès de nos concitoyens, à savoir le port de la bavette, à savoir le lavage des mains, à savoir la distanciation, à savoir éviter un tant soit peu les lieux où il y a beaucoup de encombrement, personnes, etc. Monsieur Bouddha, il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas ces mesures barrières. Comment peut-on on va dire les amener à les respecter? Parce que là, ils ne sont pas seulement uniquement des dangers pour eux-mêmes, ils sont des dangers non seulement aussi pour leur famille, mais aussi pour tout leur entourage. Absolument, absolument, effectivement. Vous savez que l'accroissement comme ça de l'augmentation exponentielle du nombre de cas, elle est liée à deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est un petit peu le dépistage massif et ciblé qui est fait au niveau de notre wilaya. Donc nous sommes toujours, par le biais des enquêtes épidémiologiques, nous sommes toujours à la recherche de ce qu'on appelle les porteurs sains, donc les gens qui ne font pas la maladie, qui ne font pas plutôt les symptômes, mais qui portent le virus. Et donc c'est un petit peu ces gens-là qui contaminent. Et deuxièmement, il y a un petit peu, bien sûr, ce relâchement. Il y a, disons, un petit peu cette, entre guillemets, soit c'est une inconscience, soit c'est une espèce de fausse sécurité. Mais donc, je ne serai pas touché. C'est un petit peu le réflexe qu'ont les gens. Pardon, Monsieur Bouddha, juste pour relever un petit peu ce que vous êtes en train de dire, non seulement ça, mais aussi il y a beaucoup de personnes qui n'en croient pas un mot, qui n'en croient pas du tout de l'existence de la Covid-19. Or qu'il est en train de faire beaucoup de victimes. Absolument, absolument. Bon, je pense que maintenant, les gens, il y a cette catégorie de personnes qui ne croient pas. Il y a malheureusement. Malheureusement, il y a aussi cette catégorie de personnes qui ont une espèce de fausse sécurité, qui se disent, voilà, bon, on a ça, mais tout caliche, donc c'est pas, je ne serai pas touché, etc. Mais de toutes les façons, c'est par la sensibilisation, la transmission des messages, c'est par aussi, si vous voulez, entre guillemets, le matraquage médiatique. C'est comme ça que ça doit fonctionner, parce que si nous allons vers la coercition, c'est un peu délicat, c'est un peu difficile. Et ça nécessite beaucoup de moyens. Donc c'est un peu ce matraquage médiatique en disant voilà que le Covid existe et qu'il n'existe pas uniquement dans notre pays, il existe à travers le monde et qu'il y a des décès, qu'il y a des recrudescences et qu'il y a beaucoup de cas et que c'est l'ensemble du pays qui est touché. Bon, si on prend Oran maintenant, Oran, c'est pratiquement en moyenne entre 80 et 90 cas jour. Bon, les décès, c'est vrai que les décès sont à minima pratiquement par rapport au nombre de cas, c'est parce que tout simplement la maladie est un peu plus difficile à gérer, donc elle donne beaucoup plus de complications chez les personnes âgées, c'est les personnes qui ont de la comorbidité, c'est les personnes qui sont tarées, mais ça reste quand même un gros problème de santé publique dans la mesure où la contamination, le virus, sa vitesse de contamination, elle est vraiment, vraiment exceptionnelle. Et donc c'est cette vitesse de contamination qui fait que les gens se contaminent eux-mêmes. Vous prenez un exemple, une personne peut contaminer 3 autres personnes qui elles-mêmes peuvent contaminer 3 autres qui elles-mêmes peuvent... Et voilà, et ça va de proche en proche. Et ainsi de suite. Alors, il y a aussi un deuxième facteur, et là je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l'attention de nos concitoyens, c'est que nous avons constaté que plus de 40% des cas qui ont été déclarés à Oran ont touché 35 familles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pratiquement les relations familiales. Effectivement. Et les relations c'est les visites familiales. Et nous allons vers l'Eid. Donc là, on demandera aux gens de faire extrêmement attention. On peut toujours souhaiter l'Eid à sa famille par un SMS, par téléphone. Comme on le faisait avant. Etc. Alors avant c'était bon et maintenant c'est pas bon. Qu'on arrête un petit peu parce que là on est en plein danger. Absolument. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Et effectivement, ça c'est pas uniquement spécifique à Oran, c'est un petit peu là dans les grandes wilayas, là où il y a beaucoup de cas. C'est ces relations familiales. Surtout que maintenant c'est l'été, les gens sortent, ils vont se lever. C'est ces relations familiales, on l'a vu Ramadan, on l'a vu surtout l'Eid Sghir. Oui. On va probablement le voir et on espère que ce ne sera pas on espère que ça ne va pas être la même chose. Hein. Et ces relations familiales, et donc ces contacts familiaux, ces visites familiales qui font qu'il y a de la contamination. Il y a le deuxième point, bien sûr, c'est les endroits là où vous avez beaucoup de monde. C'est les postes, c'est un petit peu les grands marchés, c'est les supérettes, c'est là où il y a de l'encombrement, là où les gens sont pratiquement
c'est des vis-à-vis qui sont extrêmement proches et c'est là où le virus trouve un petit peu son compte pour pouvoir se propager d'une manière assez vertigineuse. Très bien. Alors, Monsieur Bouddha, quelles sont les dispositions prises face à cette situation pandémique? Parce que là, le virus est là. La Covid-19 se propage extrêmement rapidement. C'est qu'on ne sait même pas comment il peut arriver chez nous. À n'importe quel moment, il peut débarquer. Alors, quelles sont les mesures face à cette situation? Bon, les mesures, il y a d'abord les mesures préventives et toutes les mesures de protection que nous pouvons prendre en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que personne, dans son lieu de travail, là, dans son domicile familial ou là avec ses amis, etc. Et ça, c'est des mesures qui sont archi connues. C'est la distanciation, c'est le port de la bavette, c'est le lavage des mains, c'est d'éviter les encombrements. Ça, ce sont des mesures qui sont, elles sont simples, elles sont peu coûteuses. Elles sont à la portée de tout le monde. Protéger les enfants, protéger les mamans qui sont enceintes, protéger surtout les vieillards ou là, les gens âgés qui portent des maladies, chroniques. Ça, c'est des mesures qu'on peut faire. Il y a un deuxième point, c'est la sensibilisation. Le maximum, je parle de partage médiatique. Pourquoi? Pour matraquer les gens, pour faire rentrer ce message. On a l'impression, M. Bouddha, qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui n'écoutent pas les médias, qui n'écoutent pas la radio, qui n'écoutent pas la télévision, qui n'écoutent pas, d'ailleurs, les associations qui se mobilisent pour sensibiliser contre la Covid-19. Donc, comment faire pour le faire rentrer dans la tête que la Covid-19 existe réellement et vous présentez un réel danger à votre entourage? Il faut continuer à cerner les gens, il faut continuer à expliquer, il faut continuer à porter le message de proche en proche, il faut faire de la proximité par quartier, par bâtiment, par localité, par douar, par mechta, par. Ça, c'est un travail de sensibilisation. Bon, vous savez que ce n'est pas spécifique un peu à l'Algérie, même dans de grands pays, il y a parfois, par exemple, la dernière fois, j'étais en train de voir, même aux États-Unis, il y a une partie des gens qui ne croient pas, etc. Donc, c'est vrai, parce que les gens trouvent que c'est un peu bizarre qu'un virus qui se déclenche à la fin de l'année passée et qui brutalement touche les 5 continents. C'est vrai que c'est une conception qui est un peu difficile à accepter, mais de toutes les façons, elle est là maintenant. Elle est là. Donc c'est ce travail-là de proximité que tout le monde doit faire, les services de santé, les associations, les médias, les personnes morales, la société civile, les gens qui portent un tant soit peu un message, les gens qui sont extrêmement respectés, comme par exemple comme je dirais par exemple les artistes, les anciens joueurs, les anciens sportifs, les gens qui ont de l'aura, les personnes connues. Voilà, les gens qui peuvent influer un petit peu sur l'opinion, les gens qui sont connus, etc. Donc c'est ce travail-là qui doit être fait de proche en proche et ce travail-là qui doit être un travail continu et qui doit être fait, c'est un travail de proximité mais qui doit être continuellement. Ce ne sont pas des espèces de phases qu'on fait comme ça pendant un jour et deux, ensuite on s'arrête. Non, c'est un travail qui doit être fait par les élus. C'est tout le monde qui doit se mobiliser pour faire comprendre aux gens qu'effectivement, le virus est un danger public, il touche la sécurité sanitaire de notre pays, il bloque toute une économie, il bloque même la vie sociale des gens, la vie des familles. Nous sommes en été, les gens ne sortent plus, ne vont pas à la plage, ne vont pas faire ceci, ne vont pas faire cela. Donc vous voyez un petit peu que l'impact de ce virus n'est pas uniquement sur le plan de sa santé, mais aussi sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan psychologique, parce que c'est extrêmement difficile pour les gens de rester comme ça confinés. C'est difficile de vivre avec une espèce de menace qui est là sur la tête. On se dit, et les gens doivent se dire qu'à tout moment je peux être contaminé et qu'à tout moment je peux contaminer ma famille, mes enfants, mes proches, mes amis, dans mon lieu de travail, etc. Et qu'on est en permanence en plein milieu de la charge virale d'ailleurs. Absolument. Alors juste une toute dernière question, M. Bouddha. Alors les médecins sont saturés face au relâchement des personnes et le non-respect des mesures barrières. Donc, et ce qui a amené à la détérioration de leur état, on va dire, psychique et mental aussi. Alors ils ont déposé, il y a des médecins qui ont déposé leur congé parce que là, ça fait 5 mois que ça dure et qu'ils ne voient plus le bout du tunnel. Alors, comment allez-vous gérer cette situation? C'est vrai que c'est une situation que le corps médical et paramédical et l'ensemble des acteurs de la santé, comprend d'ailleurs, on absolument, les comprend. sont en train de vivre dans une situation extrêmement difficile, avec beaucoup de pression, puisque la mobilisation est pratiquement quasi quotidienne.
Et pratiquement pendant 24 heures. C'est vrai que les gens commencent à arriver à une espèce de saturation sur le plan physique et sur le plan psychologique. Maintenant, ce que nous comptons faire et ce que nous avons commencé à faire, c'est essayer de donner comme ça de petits congés aux équipes. Ça, c'est exactement. Nous allons entamer bien sûr avec des espèces de remplacements pour que les gens puissent au moins avoir une petite semaine de repos, une petite semaine, disons, pour se détacher totalement du travail, de fermer son portable, d'être là à la maison avec ses enfants, etc., pour pouvoir se reposer et recharger les batteries. Mais je dis qu'on ne peut pas durer, que cette situation ne peut pas durer éternellement. À un certain moment, il y aura de la limite, parce qu'il faut comprendre que actuellement, avec le Covid, on se mobilise pour le Covid et que le reste des activités sont assurées, mais elles sont assurées dans un contexte beaucoup plus d'urgence. Et deuxièmement, si nous continuons un petit peu dans cette espèce d'escalade, et si nous constatons que les gens ne font pas l'effort, parce que dans cette affaire, il y a une équation dans laquelle il y a les équipes de santé, il y a les institutions, donc les équipes médicales et paramédicales, elles sont mobilisées, il y a toutes les institutions étatiques qui sont mobilisées, il reste la mobilisation du citoyen. Ça, c'est la plus importante. Parce que la chose qui décourage le plus, ce n'est pas le travail, en quelque sorte. C'est de se dire, moi je suis en train de travailler, je suis en train de bosser toute la journée, je suis en train de bosser toute la nuit, je travaille dans des conditions extrêmement difficiles et parfois quand je jette un petit coup d'œil dehors, je vois les gens qui sont en vacances. Effectivement. Et ça démobilise les gens. Ça veut dire que de l'autre côté, et c'est pour ça que moi je dis une chose, je dis aux gens, et ça c'est un message que je voudrais lancer, je veux dire aux gens que toute personne qui a le Covid aura un lit à l'hôpital. Ça, il n'y a pas de problème. Le dépistage se fait, le traitement se fait, donc de notre côté, nous sommes disponibles. Mais on voudrait, nous, services de santé, avoir le message de nos concitoyens. Et le message qu'on attend de nos concitoyens, c'est la mobilisation autour des moyens de protection et autour des moyens de prévention. Le respect des mesures barrières. Très bien. Le respect strict. Absolument. Et quand on constate, quand on constate que dehors, les gens respectent ces mesures barrières, ça veut dire que le message interna, que le message interne est arrivé. Et là, ça nous donne encore un peu plus de force pour pouvoir continuer, parce qu'on saura avec exactitude qu'à un certain moment, on va voir le bout du tunnel. Sinon, on ne peut pas continuer à vivre dans une situation pareille pendant une année. Oui, c'est pas bon ni pour les gens, ni pour la santé des gens, encore moins pour le corps médical et le corps paramédical. Merci beaucoup, Monsieur Bouddha. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce moment de sensibilisation, justement. Et merci beaucoup. Et puis, on se donne rendez-vous probablement, pourquoi pas, la semaine prochaine, Inch'Allah, pour parler un petit peu de l'évolution de cette situation. Et sans plus tarder, on vous propose un sujet sur un portrait fait par notre jeune journaliste qui nous a rejoint, Omar Khaldi. Et graffiti. On se retrouve juste après. مطبي محمد أمين شاب جزائري هاوي يهوى الجداريات من مدينة وحران. الجداريات بالطبع هي الجرافيتي. كاين بزاف ما يعرفش الجرافيتي هذه شايرو. الجرافيتي هو فن الشوارع، الرسم في الشوارع، تزيين الأحياء، يعني وبعض الأماكن اللي يعني تحتاج للتزيين.
كيما انا دي فوا كنكون ندور انا في الحي في وهران كومبلي نشوف هكا نشوف اماكن يعني عاديه ولا متسخه ولا تغيظني. الديسان تاعي بغيت ندخل في حاجه تفيد المجتمع ومام طون يعني خاطر كل واحد ينجم زعما يفيد المجتمع بحاجه اللي في يده ماشي شرط زون. انا قررت يعني الرسم تاعي ندخلها في حاجه فائده للمجتمع. انا كان الهدف تاعي يعني الناس تشوفني ماشي غير وحدي هكا، بغيت نبرز هوايتي يعني للجميع للناس اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش. وانا الفائده تاعي كي تكون هكا يعني واحد يشوف هكا خدمتي وفرحان بها زعما يحس باللي الخدمه كاين شغل اللي نديرها عليه هو. هي البيت من هذه الفكره هي يعني تزيين المكان، تنظيف المكان، اعطاء المكان يعني قيمه. ونوجه انا الميساج تاعي لكل شاب كيما انا يعني ما تفشلش، ما تديش على كلام الناس كيما هكا. كاين محبطين وكاين اللي الناس يعني تهود لك مورا، وكاين اللي العكس تطلع لك تخليك تقدم مزيد. Karim Ouaras, bonjour. Alors vous êtes maître de conférence à l'Université d'Oran. Vous êtes directeur adjoint du CEMA, Centre d'études maghrébines en Algérie. Vous êtes chercheur associé au CRASC. Alors vous êtes chargé des enseignements sociolinguistiques, analyse de discours sémiologiques, politiques, etc. Alors vos travaux de recherche portent sur la pratique du graffiti et l'espace public en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Iman, de l'invitation et merci de l'intérêt surtout porté au graffiti parce que c'est un. Alors, ce qui m'a amené à faire des recherches sur les graffitis, c'est que j'étais en train de me balader dans les rues d'Oran et hop, je tombe sur les murs qui parlent d'eux-mêmes. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est comme ça? On le fait comme ça, instinctivement? Est-ce que c'est un art? Alors, il y a eu beaucoup de questions que je me posais. Alors, qu'est-ce que les graffitis? Très bien. Bon, le graffiti, c'est un terme générique. Ça veut dire qu'il faut revenir à l'étymologie du mot. C'est un mot italien à l'origine. Hein. C'est graffiti, c'est la forme plurielle du mot graffito hein, en italien. C'est griffonné. Voilà, griffonné. Et puis, bon, ça vient du latin, donc c'est graphion, donc c'est éraflure, hein, tout ce qui est transcription sur une surface. Ça peut être un mur, un support, peu importe. Et le graffiti, c'est un terme générique qui désigne toute inscription apposée sur des surfaces qui ne sont pas destinées à cet effet. Ça veut dire ça peut être un mur, ça peut être un poteau, ça peut être un bus, ça peut être une façade, une porte, etc. Donc tous ces supports ne sont pas destinés à recevoir des écrits ou des inscriptions. Et c'est là où intervient le graffiti. Quand on voit des inscriptions sur ces supports, et là on parle de graffiti. Donc c'est une inscription, un tracé, ça peut être un dessin, un message linguistique, un signe, un graphisme. Voilà, donc il y a plusieurs. Très bien. Plusieurs formes de... Alors, qu'apportent les graffitis en tenue d'émotion, de relations et de développement personnel? Vous savez, pour les jeunes qui font, ça veut dire qui investissent cet art, qui investissent ce mode d'expression, ça leur apporte beaucoup. D'abord, ils s'expriment librement. Hein, donc, l'une des définitions... C'est une forme d'expression? Effectivement, oui, c'est une forme d'expression. Ça permet aux jeunes de s'exprimer librement. C'est ça justement le détail avec le graffiti. On n'est pas... C'est vrai, l'arsenal normatif, il est omniprésent dans nos sociétés, mais lorsqu'on écrit sur les murs, oui,
on s'autocensure parfois et on est sensible au poids de la norme, du contrôle social, etc. Mais on finit par trouver les moyens d'apposer sa signature ou son discours sur le mur. Donc ça leur apporte beaucoup sur le plan émotionnel et pas seulement. Ça veut dire sur le plan émotionnel, c'est vrai, il y a une polarité discursive que l'on appelle la polarité émotionnelle. Ils s'expriment sur leurs états d'âme, tout ce qui relève de l'affect, mais ça dépasse en fait ça, ce n'est pas seulement le côté émotionnel, donc on trouve des polarités discursives ça veut dire qui ont trait au discours politique, discours identitaire, l'affirmation identitaire, discours artistique, donc il y a une pluralité de discours dans cette pratique Alors, et scripturale. pensez-vous que... Très bien. Alors, et pensez-vous que les graffitis sont une partie de la culture des jeunes? Oui, oui, tout à fait. Oui et non? La pratique, non, ça veut dire que ce n'est pas seulement les jeunes, hein, parce que moi, personnellement, je travaille sur un cas atypique à Dar el-Hayat, ici à Oran. Alors, le tagger, il a 70 ans. Ça Donc, veut du dire coup, que ça concerne voilà, on sort... de 7 à 77 ans. Exactement. Comme on Bon, dit. c'est une exception, ceci dit. C'est vrai, la pratique du graffiti, elle est beaucoup plus l'apanage des jeunes. C'est les jeunes qui excellent un peu dans cet art, dans cette pratique. Mais aussi, on peut trouver des personnes âgées qui s'intéressent à cela. Dans le cas de Dar el-Hayat, justement, il y a des graffitis. En fait, c'est un président de comité de quartier qui se sert des graffitis pour réguler l'espace habité. Ah. Voilà, donc parce qu'on a cette idée dans le sens commun, on pense que le graffiti... c'est une rébellion. Ouais, ça s'apparente à du vandalisme, à de l'incivisme. Oui, quand le graffiti est apposé sur les monuments, etc. Ça peut être une expression... Voilà, exactement. Mais sinon, elle peut servir aussi. Hein, elle peut servir. Et là, le cas de Dar el-Hayat ici à Oran, je vais le nommer, c'est Abed qui fait ses graffitis à Oran, à Dar el-Hayat. Alors, ces graffitis, c'est pour réguler. Donc, il fait appel au graffiti pour réguler l'espace. Alors, pour gérer les déchets ménagers, l'insalubrité, donc les gens qui squattent les trottoirs. Donc, il adresse des messages. Et les gens, quand ils lisent les messages, les graffitis, bon, ils se retiennent. Ils se retiennent, Voilà. effectivement. Et donc j'ai fait une enquête pendant 3 ans dans cette cité. Et là, le graffiti peut être considéré comme une pratique régulatrice de l'espace. Donc, d'après votre réponse... Donc c'est utile. Très utile, Exactement. Justement. Donc, d'après votre réponse, c'est un impact positif sur les personnes, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est une pratique qui nous parle. Vous savez, nous, quand on passe dans la rue en tant qu'usagers, voilà, les usagers de la rue, les riverains, on est tout de suite interpellés, hein, quand vous l'avez été, vous. Donc on est interpellés, dans nos certitudes. Hein. On se dit, bon, mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit ça? Comment il a fait ça? Donc on se pose beaucoup de questions. Hein. Le graffiti qui a attiré mon attention, c'était à la rue L'Habib Ben Mhidi, où il y avait un des murs où c'est écrit, je pense que c'est nouveau, hein, je pense. Hein. Non, c'est écrit L'Amir Abdul Qadir. Mais c'était écrit avec une certaine façon. C'est ça qui a attiré mon attention. C'était pas en aléatoire ou quoi que ce soit. Oui. C'était l'Amir Abdel Qadir et il avait commencé à dessiner, je pense, le buste de l'émir Abdel Kader, mais il n'avait pas encore fini. Donc, et là, c'est ce qui a attiré mon attention. Oui, donc voilà, donc vous avez des graffitis linguistiques, donc on travaille beaucoup sur le lettrage. D'ailleurs, le graffiti algérien, il fait partie un peu de l'old school. Donc c'est la vieille école, parce que le graffiti en Algérie, il est beaucoup plus centré sur le lettrage, hein, sur les lettres, sur les langues. Les langues. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, les graffitis sont beaucoup plus centrés sur le graphisme. On parle de street art, donc l'art de la rue. Mais en Algérie, on est resté beaucoup plus sur le travail du lettrage, donc les lettres, les langues, les graffitis linguistiques, etc. Et ça, vous me dites qu'il y a une transcription
qui dit Émir Abdelkader, suivi d'un buste. Généralement aussi, on trouve des graffitis linguistiques associés à des graffitis figuratifs. Là, par exemple, pour l'Émir Abdelkader, il a écrit, il a eu le temps d'écrire, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de dessiner. D'après mon analyse à moi, moi je pense qu'il a commencé à avoir, on va dire, cette idée de mettre l'Émir Abdelkader et commencer à dessiner son buste. Moi, je pense que c'était dû on va dire, au rapatriement des restes mortuaires. Ah, donc c'est tout récent. Oui, c'est tout récent, oui. Oui. Alors, ce qu'il convient de rappeler ici, c'est que le graffiti ne peut pas être appréhendé, ne peut pas être analysé en dehors de son contexte. Alors, on ne peut pas comprendre, on ne peut comprendre le graffiti qu'en interrogeant le contexte qui l'a permis. Et là, je vous pose la question, vous m'amenez à vous poser la question, alors quelles sont les raisons de s'exprimer à travers les graffitis? Elles sont diverses et variées. Voilà, pour répondre très simplement. Mais oui, les raisons sont complexes. Après, tout dépend du discours véhiculé à travers le graffiti. Alors nous, en tant que chercheurs, quand on travaille sur ce langage de la rue ou cette pratique sociolangagière, on cherche, parce que c'est une pratique anonyme, généralement. Anonyme, parce que, vous savez, le code pénal, il prévoit des sanctions. Bien sûr. Voilà, donc vous le savez, donc il prévoit des sanctions sévères par rapport aux auteurs des graffitis. Alors, c'est ce qui explique que les graffiteurs sont toujours anonymes, ou les graffeurs sont toujours anonymes, mais le chercheur, quand il interroge ces pratiques, ces signes, on se met à la recherche des indices de subjectivité. Quand on va chercher qu'est-ce qui a amené tel ou tel auteur à écrire tel ou tel graffiti. Vous voyez? Donc c'est dans le graffiti lui-même, c'est dans l'énoncé lui-même qu'on va essayer de chercher les raisons qui ont amené l'auteur de ce graffiti à le produire dans l'espace. Alors ça peut être des raisons politiques, par exemple dans les moments de crise comme le Hirak ou comme la guerre de libération algérienne. Beaucoup. Vous savez, il y a eu... j'ai fait un papier, j'ai intitulé La bataille des murs. La bataille des murs à la fin de la guerre de libération nationale, où le FLN et l'OAS faisaient une guerre, en fait, une guerre de slogans. L'Algérie algérienne, l'Algérie française, etc. Donc le graffiti, ça ne date pas d'aujourd'hui, il fait partie de la mémoire collective. Depuis la nuit des temps. Voilà, et puis il a traversé l'espace et le temps, le graffiti, depuis l'Antiquité, la haute Antiquité. Effectivement. Et d'ailleurs, en Algérie, on est bien lotis de ce point de vue, quand on voit ce qu'il y a comme... Surtout au Sahara. Au Sahara, à Tassili Najer, les peintures rupestres, ça, ce sont des inscriptions qui fournissent énormément d'indices, énormément d'informations sur le vécu de ces populations d'il y a 30 000, 40 000 ans. Très bien. Alors, si l'humanité, malheureusement, aujourd'hui, elle a perdu les clés de lecture, en fait. On ne peut pas lire, on fait des hypothèses par rapport à ces écrits, mais et aujourd'hui, les graffitis d'aujourd'hui, ça va être les peintures rupestres d'ici 30 000 ans. Voilà, exactement. D'où l'intérêt de les interroger, de travailler sur ces pratiques. Très bien. Alors, une toute dernière question. Quelle est l'importance des graffitis sur les jeunes, on va dire, pour les jeunes dans une Algérie nouvelle ? Et on clôture notre débat avec ça. Très bien. Oui, l'importance, elle réside dans le fait que la jeunesse, elle s'affirme. Elle s'affirme par ses écrits, elle s'affirme du point de vue politique, du point de vue personnel, du point de vue existentiel, du point de vue identitaire, du point de vue artistique. Donc le graffiti leur permet de s'exprimer librement. Et donc, le graffiti, ça veut dire qu'il traduit l'état d'âme de la jeunesse. De la jeunesse. Donc il traduit tout cela. Donc quand on voit un graffiti, parce qu'il y a, vous savez, dans le sens commun, on a tendance à négliger cette pratique, à dire que ça c'est des gribouillages, c'est simple exutoire, etc. Et non. Ce n'est pas ça. Et non, alors que le graffiti, il exprime. Exactement. Il parle à la place des personnes. Il fait partie de la mémoire collective. C'est-à-dire vous trouvez les langues parlées en Algérie, des langues étrangères, vous avez des signes, des couleurs, le drapeau, etc. Il y a beaucoup de choses. Et c'est une forme d'expression. Exactement. Voilà. Et
Et je profite de ce moment pour dire que nous sommes en train de préparer un numéro de revue d'Insaniyat au Krask. C'est un double numéro thématique. Oui. C'est une première d'ailleurs. C'est un travail d'équipe. Ça fait une année qu'on travaille sur ce projet. Et donc, c'est une revue qui va sortir incessamment, Très bien. qui porte sur la pratique du graffiti en Afrique du Nord, pas seulement en Algérie. Eh bien, la prochaine fois, vous allez revenir Avec pour la nous revue. présenter avec la revue. Avec la revue. D'accord. Eh bien, marhaba Voilà. bik. Est-ce que vous connaissez le Karekou? Ah ben oui. Eh bien, je vous Comment propose de ce beau gilet, Ah oui, c'est très beau, c'est magnifiquement très beau. On a de joli, belles choses et en qui Algérie. représente l'identité algérienne, Oui, effectivement. algéroise, Ouais. et après, Oui, ça tout s'est à fait. répandu dans toute l'Algérie. Oui, très très ancré. Eh bien, je vous propose de suivre, chers amis téléspectateurs, le sujet sur l'histoire du Karekou. On se retrouve juste après. Le Karekou, ce costume d'apparat et de luxure, est intimement lié à l'histoire d'Alger la Blanche. Les modes ottomanes, levantines ou andalouses ont influencé son évolution. Aujourd'hui, ce costume, qui fait partie intégrante de la culture algérienne et algéroise en particulier, redevient tendance et les couturiers de la capitale rivalisent de créativité. À Alger, les femmes portent le Karekou avec le saroual ou avec le pantalon bouffant, dont son origine viendrait des cavaliers des steppes d'Asie. Le Karekou qui a été modernisé par la gente féminine, les Algériennes qui le portent avec une certaine modernité. Et bien sans plus tarder, c'est Madame Legrini qui va nous parler de cette, on va dire, de cette belle couture algérienne. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci. Marhaba bik. Salamak. Vous êtes stressée? Non. Un petit peu, c'est la première fois. C'est votre première télé? Oui. Ah, d'accord. Eh ben, marhaba bik. Oui, c'est le Mac. Ça va Merci. bien se passer. Oui. Très bien. Alors, depuis quand vous vous êtes initiée à ce domaine? Et de mon enfance, bien sûr, Msoré. من صغرك. Oui. Quel âge? L'âge de, je sais pas, de 20 ans, 22 ans. Ah, d'accord. Oui. Très bien. Moi, je ne suis pas couturière, je dessine. D'accord. Je fais le dessin. Vous êtes modéliste. Oui. Modéliste, en même temps, je fais le dessin, Ah, des le dessin. tableaux. Ah, Même d'accord. j'ai un Vous enfant êtes qui une a passé artiste votre peintre, mission il y a plasticienne. quelques semaines. Il est sorti de l'Université des Beaux-Arts. Allah يبارك. Oui, il fait des tableaux. C'est lui qui m'a aidé parce qu'on a un don. C'est-à-dire, on dirait que toute la famille a un don de dessin. Alors, je ne savais pas que j'avais un don de dessiner, de bricoler, de faire des garnitures, de quelque chose à la maison. Tout ça, j'ai trouvé que lorsque je suis mariée, je suis restée à la maison avec les enfants, avec le temps, Et le vide, tu vois. Je bricole, je travaille, je fais des dessins. Après, avec le temps, je me trouvais que j'ai un don. C'est la couture.
Alors j'ai acheté une machine, j'ai commencé de travailler, bricoler avec l'entourage de la famille, les voisins. Tu fais du bon travail. On m'a encouragé, En tout cas, on a vu vos kérékos qui sont magnifiques. Oui. D'ailleurs, alors comment se fait le choix des tissus? Est-ce que vous êtes resté dans, on va dire, dans le velours? Parce que, comme on a vu sur le reportage, non. le kéréko, on le faisait uniquement sur du velours au lieu de le faire sur du brocart. Parce que le brocart coûte plus cher que le velours. Non, écoute, à l'époque, on choisit le katifa. Le velours. Le velours. On appelle katifa le velours. Avec le temps, on a trouvé, avec le modèle de tissu, il y a beaucoup de marques de tissu. On fait sur le satin, sur le cuir. Même le cuir, on fait la broderie sur le cuir, dans les sacs, dans les porte-monnaies. Ça vous est arrivé de coudre, on va dire, un kéréko avec du cuir? Oui, on mélange ça, c'est très un petit joli. peu le devant. J'imagine de faire un jour un kéréko avec le... Je vais venir en commander un. Oui, parce que là, avec le cuir, ça me m'est tente, hein. arrivé cette idée de faire un... Alors, avec le temps, c'est lui qui m'a aidé, c'est mon mari. C'est mon mari qui m'a aidé, m'a encouragé. Alors, et personne ne m'a appris Donc, تعلمتي روحك. C'est un don, comme ça, je travaille, je bricole avec mes mains, je fais les dessins sur le miroir, sur les tableaux, avec les fils, les couleurs, j'ai choisi. Puisque mon fils il a grandi, les beaux-arts, m'a aidé de choisir les couleurs. Alors, avis au futur marié, bien sûr, après le coronavirus. Hein. Oh, pas maintenant. Hein. Avec le temps, il m'a aidé beaucoup cette Alors, corona. pour une veste de kéréko, on va dire brodée de mjboud. Oui. Alors, ça prend beaucoup de temps? Oui. Ça prend combien de temps une veste? Ça dépend, c'est de la santé. Tu la volonté. C'est-à-dire quand vous êtes bien, on va dire, avec une bonne santé. 3 jours, 4 jours maximum de faire un kéréko avec la broderie. Et n'oublie pas le perlage. Parce que j'ai des filles aussi à la maison qui m'ont aidé de faire le perlage, les broches, m'ont beaucoup aidé. Parce que je ne peux pas travailler de faire le mjboud en même temps le perlage. En même temps le perlage. Donc vous faites le mjboud beaucoup plus. Ah, très bien. Et le fetla? Fetla aussi? Non, fetla. Le fil d'or? Je fais le fetla. Je ne vois pas où me dirige. Très bien. J'ai le courage de faire cette chose. Je lance. Alors, et comment vous faites le choix des couleurs? Parce que là, maintenant, on ne se limite plus au noir, au vert, au bleu, au rouge. Donc maintenant, il y a même des couleurs. Il y a le bois de rose, il y a le, on va dire, le bleu, je ne sais pas, le bleu roi. Donc, comment vous faites, vous, le choix de ces couleurs? Est-ce que suivant le teint de la fille qui se présente à vous? Non, ça dépend de la cliente. Ah, d'accord. Ça dépend de la cliente. La mode. On suit la mode. On suit Surtout les Algériennes, elles sont très... chaque saison, ça... Chaque saison, oui, la tendance et sa tendance. Voilà. D'accord. Alors, et là, vous nous avez ramené 2 modèles. Oui. Je pense que notre maestro Hassini va nous montrer. Je pense qu'il y en a 2. Oui. Il y a un en bleu. C'est pas bleu, c'est mauve encre. Ah, le premier. Oui, le premier, c'est une couleur mauve encre avec mjboud bronze. D'accord. Bronze. Le haut, kéréko, on l'appelle kéréko papillon. Ferfecha, qui m'égoulot, ferfecha. Ah, d'accord. Avec le volant. Eh bien, avant de finir, avant de continuer, on vous propose, chers amis téléspectateurs, de suivre ce reportage signé Omar Khaldi. On se retrouve juste après, toujours concernant on va dire, le kéréko.
Eh bien, le premier Kaleko, il est avec une basque. Oui. Et là, le deuxième, il Le est... deuxième, on appelle, c'est le Wel Ndawar, le bas. Oui. Le haut, c'est vert turquoise avec une petite plume, avec des plumes, des perlages, avec mes jupes doré clair. Très bien. De toutes les façons, le Kaleko, c'est typiquement algérien. Oui. Et bien sûr, algérois, que toutes les Ma Algériennes... traduction algérienne. Effectivement, c'est l'identité algérienne. Oui. Alors, un Kaleko comme ça, on va dire bien fini, bien, on va dire, comme on dit en arabe, ma'ammar. Oui. Voilà. Ça Donc, coûte. avec, voilà. Mais Ça coûte combien? ça La coûte, ça fourchette est entre Écoute, il y a le perlage hor, oui, et le perlage qui... semi. Oui. Semi-hor. Oui. Voilà. Demi-hor. Avec le hor, bien chacun sûr. son maximum. Ça dépend le travail, ça dépend le schéma, le dessin. D'accord. Les chargés, le dessin, Alors, le tout. on parle d'une veste bien chargée. Bien chargée. Elle peut aller jusqu'à combien? 12, 22, 23, maximum. Très bien. Et une qui est moins chargée? Moins cher, le plus bas. Le plus bas, c'est du dernier prix, c'est 3 millions, 4 millions, ça dépend. Ça, c'est le basique. Oui. Le Kaleko basique. Oui. Eh ben voilà, donc Nous, on travaille avec le choix de la cliente. effectivement, C'est elle qui donne le prix, c'est pas nous. oui, oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Ce fut un plaisir que de Oui. partager avec vous Oui, ce moment de vous mode. de m'accepter ma invitation. Non, marhaba bik, marhaba bik. Surtout quand on parle d'une identité Oui. algérienne telle que le Kaleko. Ouais. D'ailleurs, c'est très très joli. Ouais. Merci. Merci. Alors, vous avez la peau sèche ou grasse? Votre peau, Oui, elle est sèche ou grasse? non, c'est grâce. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose un sujet sur la peau sèche.
Notre spécialiste beauté au naturel et beauté de grand-mère est avec nous, Hammoumi Houda. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, la peau sèche, qui n'a plus de secret pour vous. Non, pas du tout. Très bien. Alors, comment reconnaît-on une peau sèche? Déjà, à la base, on va la sentir plus rêche, déshydratée, pas confortable du tout. Une peau, quand on se lave le visage, on sent des tiraillements, on sent des croûtes carrément sur le visage, avec même des problèmes elle peut être atopique, avec des petites rougeurs, une sensibilité quand même. C'est une peau quand même qui est... c'est par rapport au sébum, à l'absence de sébum. Quand il n'y a pas une production de sébum, là, la peau, elle devient plus sèche. Elle peut même avoir des réduits, des rides avec le temps si on fait pas, si on fait rien. Des croûtes, carrément, oui. Des croûtes, des rougeurs, carrément. Alors, et comment prendre soin d'une peau sèche? Alors, tout qui s'assèche et qu'il ne faudrait pas qu'elle s'assèche? Oui. Alors, naturellement, on va parler des produits... Avec des produits naturels. Naturels, que ça se trouve déjà à la maison. Déjà, tout d'abord, si on veut se démaquiller le soir, c'est juste un peu de l'huile d'olive dans un coton et on se démaquille petit à petit parce que déjà à la base, l'huile d'olive, il y a de la vitamine D parce que la peau sèche, il y a une absence de vitamine A, pardon. Très bien. De vitamine A. C'est surtout la vitamine A. Si la peau elle est sèche, ça veut dire il n'y a pas de vitamine A. L'huile d'olive, il y a de la vitamine A, vitamine D, vitamine E et vitamine C. Ah, voilà. Très bien. Et donc elle va être bien hydratée. Ça va être bien hydraté. En même temps, on va se démaquiller avec ça et on se lave le visage. Il y a aussi autre chose, on peut aussi se démaquiller avec du yaourt. Yaourt nature. Nature. Ah. Oui, on met juste du coton avec du yaourt nature. Et oui, c'est du lait fermenté. Voilà, c'est ça. Et on met sur le visage avec des petits massages circulaires, d'accord? Et après, on se lave carrément avec de l'eau. Voilà. L'hydratation, il y a aussi, je vais vous donner une petite recette. Ce n'est pas du refus, hein. Au contraire, cette recette est vraiment la bienvenue. Alors, on va mettre quoi dans cette recette? Alors, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est une recette de nos grands-mères. Très bien. Que nos grands-mères utilisent pour les problèmes pour l'hydratation, pour les problèmes qu'ils ont la peau très sèche, pour ceux qui avaient des problèmes quand quelqu'un se brûle. Pour les brûlures. Oui, c'est un produit cicatrisant, c'est un produit hydratant, c'est quand même c'est un produit et il est très facile à faire à la maison. Très bien. D'accord. Alors, il y a dedans l'huile d'olive, oui, la cire d'abeille qu'on appelle ça en arabe shema al-harra, et aussi du miel à l'intérieur. Moi, je pense que j'ai entendu parler de ce mélange. Voilà. Surtout pour les pieds crevassés, non? Voilà. On peut faire ça aussi pour les pieds crevassés. Voilà, il y a ça aussi. Alors, on fait un verre de thé de l'huile d'olive. D'huile d'olive, d'accord. Oui. Et à peu près 5 grammes de cire d'abeille. De cire d'abeille, d'accord. On la trouve où? Chez qui on Chez un herboriste. Très bien. Carrément. Alors, l'huile d'olive, on va le mettre dans un bain-marie pour ne pas que tous les vitamines partent, par exemple. Partent sur le feu. Voilà, sur le feu. Après, on ajoute la cire d'abeille. Et vers la fin, quand ça tiédit, on ajoute une cuillère une cuillère à soupe à deux de miel, pur bien sûr. Très bien. D'accord. Et ça, on peut l'utiliser le soir. Quand on se démaquille, on l'utilise le soir. En crème de nuit? En crème de nuit, d'accord. Parce que quand même, si on va l'utiliser pendant la journée, on va avoir une pigmentation de la peau. Hein. Donc il faut éviter. Il faut le faire le soir. Et le lendemain, se laver bien le visage. Il y a aussi un conseil que je peux donner aussi, c'est que vous arrêtez de vous laver avec des savons. Eh oui. Ça peut être bon, si c'est des savons sur gras, oui, mais si c'est des savons industriels, par exemple, là, ça c'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué. Il faudrait aussi se laver avec de l'eau froide. Oui, ça aussi, c'est important. Et il faut beaucoup d'hydratation.
beaucoup d'hydratation. Sinon, avec le temps, ça va faire des ridus, des rides. La peau sèche, quand même, elle vieillit rapidement. Elle a tendance à vieillir rapidement. Rapidement, oui. Voilà. On va parler de l'alimentation aussi, qui est très Effectivement, importante. qui a un impact très important sur la peau. Oui, pour la peau sèche. Alors, ce qui est, c'est qu'il faut prendre des poissons gras, des protéines. Alors, les poissons gras tels que, par exemple, la le sardine. saumon, la sardine, le saumon et la sardine. Très bien. Pour tout ce qui est protéines, les œufs par exemple, de la viande, il y a aussi tout ce qui est légumes et fruits. Très bien. D'accord. Et surtout, les légumes et fruits aux couleurs orange qui a à l'intérieur de la vitamine A. Comme la carotte. Comme par exemple la carotte. La carotte. Et aussi en fruits, on peut dire de la... Orange, c'est l'orange. L'orange, par exemple. L'orange, il y a de la vitamine C. Il y a de la aussi. vitamine C. Oui, pour le collagène. Voilà. Il y a la fraise aussi. La fraise aussi. Il y a le kiwi. Oui. Le kiwi. Oui. Oui. Voilà. Alors, on va faire... Et là, on va faire quoi? Alors, on va procéder déjà à faire un petit gommage. D'accord. Alors, on va mélanger juste... Alors, ça, c'est du yaourt. D'accord. Un yaourt nature. Yaourt nature, juste avec du sucre. Très bien. Du sucre blanc. Si c'est une peau assez sensible, on va mettre moins de sucre que le yaourt. Sucre glace, par exemple? Non. Ce qu'on appelle sucre normal. Ah, le sucre normal. Très bien. Cristallisé. Cristallisé. D'accord. Si la peau, elle est sensible avec des rougeurs, comme on a dit Alors, tout à l'heure. mesdames, rassurez-vous, ce n'est pas une recette de cake ou quoi que ce soit. C'est juste pour le visage. Voilà, c'est ça. Alors, si c'est une peau qui est atopique, qui est assez sensible, on va mettre moins de sucre. Que si c'est une peau normale, une peau sèche normale, qu'il n'y a pas de problème. D'accord. On va faire le gommage avec, on va stimuler ça. Il faut faire vite parce qu'on va arriver à D'accord. Et après, on va faire le masque. D'accord. Ça, c'est ce soin, on doit le faire chaque 10 jours, au moins pour rénover les cellules de la peau. D'accord. Pour le masque, on va mettre 2 cuillères. 2 cuillères de yaourt. De yaourt sucré. Nature, d'accord. Et on va mettre de la poudre d'avoine. La poudre d'avoine, c'est pour réparer, pour adoucir, pour donner plus, pour éliminer la peau aussi. D'accord. Et une cuillère de miel pur. D'accord. On va tout mélanger là. Et on va mettre aussi de l'huile d'amande douce. Ah, très bien. C'est très important. Et on va laisser ça agir pendant 20 minutes, d'accord? Pendant 20 minutes. Oui. Et là, comme je vous ai dit, de mettre ça, par exemple, ça va faire comme ça. Ça va être une texture comme ça. On va l'utiliser sur le visage chaque 10 jours. Comme ça, pour rénover les cellules de la peau et en même temps pour l'hydratation. Et bien sûr, il faut vraiment... Il faut souligner que c'est uniquement pour la peau sèche. C'est uniquement pour la peau sèche. Très bien. Et vers la fin, je vais juste vous donner aussi un conseil pour la douche. Ceux qui ont, après la douche, toujours on a une peau quand même qui est un peu sèche. Asséchée. D'accord. Il faut mettre l'huile d'olive avec la marc de café. Oui. Vers la fin de la douche, il faut l'utiliser comme un gommage sur le corps, par exemple. Et après... juste mettre de l'eau pour rincer. Sinon, ceux qui ne peuvent pas supporter l'odeur, parce qu'il y en a des gens qui ne peuvent pas supporter l'odeur de l'huile d'olive, on peut mettre de l'huile d'amande douce à la place, avec la marc de café, et l'utiliser comme un gommage. Très bien, merci beaucoup. Merci. Donc rendez-vous pris pour la semaine prochaine. Inch'Allah. Ça va tourner autour de... Ça sera la peau pigmentée. Et voilà, la peau pigmentée la semaine prochaine avec notre jeune spécialiste de beauté au naturel et de grand-mère, Hamoumi Houda. Merci. Alors, et là, je propose le coup de cœur de Zach et on se retrouve juste après.
on a tous été transportés par de belles airs, on va dire, de Beethoven, de Chopin, de Mozart. Et comme on dit, la musique fait adoucir les mœurs. Hein, Zach? Oui. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Très bien, et toi? Votre coup de cœur était magnifique. Ah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je sais Vous bien avez choisir. frappé fort aujourd'hui. Hein? Ah oui. Alors Alors, allez-y avec votre invité, votre Alors. coup de cœur. D'accord. J'ai une petite introduction concernant mon invité. Oui. Mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est une jeune fille née à Oran le 14 janvier 1995. À l'âge de 17 ans, elle a choisi de commencer l'aventure dans le monde de la musique à travers une formation de 6 ans dans l'IRFM d'Oran. Et maintenant, elle est devenue une prof de piano, solfège et de l'histoire de la musique. Sans oublier que c'est la seule pianiste diplômée à Oran et la plus jeune. Commencez Salut, votre débat avec elle alors. Salut Halima, Marhaba. Isaac, ça va? ça va très bien. Tu vas bien chez toi? Très très bien, La merci. famille, la santé, Très très bien, merci. la poche? Tranquille. Alhamdoulilah. Je vais commencer, je te donne quelques questions. La première question, Oui. comment... Ah bon, avant, à quel âge as-tu commencé la musique? J'ai commencé la musique à l'âge de 17 ans. D'accord, C'était en 2012. très bien. Oui, je suis passée par un concours, c'était pas évident. Mhm. Donc voilà, C'était court, c'était simple? Au c'était début. pas facile. Ok, Ouais, c'était pas facile parce que c'est la première fois, je connais rien dans la musique. Donc voilà, j'étais. il y avait des Qu'est-ce qui se passe? difficultés, Voilà, c'est sûrement. oui. Ok, la deuxième question. Êtes-vous une introvertie ou bien extravertie? Je suis extravertie. À quel point? À 60%, 70%. J'adore, Oui, c'est bien. oui. Très bien. La question suivante. Vu que tu es dans le domaine de prof, selon vous, quels sont les traits les plus importants d'un bon professeur de piano? Les traits. Bon, un professeur de piano, comment il devient un prof de piano? Déjà, il doit faire la recherche de ce qu'il est en train de faire, parce que là, il y en a plusieurs époques. Ok, Il doit suivre des études, très bien. et pas n'importe quelle étude, c'est vraiment des études strictes dans l'histoire de la musique, dans son instrument, comment il doit gérer son instrument et comment il doit vraiment enseigner, parce que c'est pas facile d'enseigner des élèves un instrument, par exemple le piano, il est pas facile. Oui, ça demande. S'il y a la des gens qui patience. croient le piano qu'il est facile, alors que non. Je suis passée par des années et des années à comprendre c'est quoi un piano, à quoi ça sert un piano. Ok, Voilà. c'est bien. Concernant le point des recherches, est-ce que tu as déjà fait... Normalement, j'ai Oui. déjà une information que tu as déjà fait des recherches. Exactement, j'ai fait la recherche parce que c'était ma dernière année dans toute ma formation, Ok. c'était la 6e année. Allah yabarak. Donc je suis partie en France pour faire des recherches. Je suis partie dans un musée des instruments de musique. J'ai fait la recherche des instruments, de l'histoire de la musique, comment elle s'est Développé avec le temps. développée et tout. Donc voilà, c'était que des recherches. Très bien, Oui. j'adore. Alors la question suivante. Quelle est la composition que vous avez maîtrisée dans votre carrière? Alors, la composition que j'ai maîtrisée, c'était la pièce de Jean-Sébastien Bach. C'était la suite numéro 1. Ah, la mythe. Oh. C'était l'époque baroque. Ok. Et je le préfère. C'est Oui, beau. je le préfère vraiment parce qu'elle n'est pas facile. Hmm. Il y a toujours quelque chose. Donc on va la ramener la prochaine fois, Iman. Ça c'est certain, Oui. avec son piano. Bien sûr. À condition que vous veniez avec votre piano. Bien sûr. Quoi bien qu'on sûr. a un piano ici à la station. On Hein. fait comment donc? Oui. On va filmer un petit passage là-bas, c'est Oui. possible, après le temps. La question suivante. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui espère faire une carrière dans le piano? Un Carrière de conseil, pianiste. déjà, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment avancer dans cette carrière, donc il doit faire des recherches, il doit suivre Les cours. des cours avec un bon professeur, avec une bonne méthode, Ok. avec une motivation. Avec la promotion donc. Ah soyez bah oui, fiers. hein. Il faut avoir du courage, il faut avoir la motivation. C'est la plus importante des choses. Ok. Voilà. Bien. Et si vous n'étiez pas musicienne, chaque temps de connaître. En fait, j'avais pas un autre but à part la musique, parce que j'ai tout laissé pour la musique. Allahu Akbar. J'ai tout J'adore. laissé, oui.
Ok. Quel est votre plaisir coupable musical? Mon plaisir coupable, c'est en fait c'est la musique groove des années 90. Je suis musicienne, je joue du classique, mais je suis les années 90. On adore. On adore. À part le groove, à part le groove, à part le groove. À part le groove, c'est le classique, bien sûr. C'est tout. Mon travail. Groove classique, groove classique. Groove classique. Ok. Je vais changer un petit peu le couloir vers quel est ton plat préféré? Alors. C'est intéressant. Ça. Oui. Alors, mon plat préféré, en fait, j'aime bien les plats de ma chère maman. À part ma chère maman, je mange. Salut maman. Je mange pas ailleurs. Donc voilà. Quel est le plat? Il n'y a pas. Ouais, j'ai vu, je suis en train de voir. Il n'y a pas vraiment un plat préféré, mais tout ce qu'elle cuisine ma mère. Le menu de ma mère, c'est ça? Pardon? Le menu de ma mère. Le menu de ma mère, voilà. C'est bien, c'est bien. Et si je te pose la question, hein? Oui, vous avez une dernière question? Non, juste une dernière, parce que là, on arrive à la fin. Alors, je vais choisir. Ok. Oui. J'ai une question concernant, est-il facile de jouer dans un studio ou bien dans une scène? En fait, c'est facile à jouer dans un studio, d'enregistrement. Ok. Mais c'est pas facile de jouer devant un public. Ok, c'est bien. Avec mon expérience, avec le concert que j'ai fait la dernière année, oui, je me rappelle très très bien. Donc c'était un concert, c'était pas du piano, c'était pas de la musique classique, c'était le chant gospel. Ok. Ah, oui. Eh ben, j'ai fait une formation de 3 mois. J'ai donné une formation de 3 mois. Et j'ai fait un concert, c'était l'été passé, donc c'était pas facile, mais on a géré. Eh bien, vous aurez d'autres concerts certainement, mais après avoir dépassé la Covid-19. Exactement. Donc, et là, je laisse le dernier mot et le mot de fin pour Zach. Alors, allez-y. Alors, le mot de fin pour moi, c'est restez branchés pour la prochaine fois et ne zappez surtout pas qu'à l'Algérie. Chaque lundi, surtout de 8h30 jusqu'à 10h, avec Iman Mahalogras et Zach à la fin vers 10h moins quart. Très bien, merci. Merci à vous. Merci Anne. Eh bien, on se quitte en musique. Un petit point si c'est possible. Oui. Concernant sa page Instagram. Oui. C'est quoi sa page? C'est Happy Music. Happy Music. Happy en anglais et musique en français. Eh ben voilà. Oui. Eh ben, je crois que ça rime avec Brise d'été. Happy Music, Brise d'été. Et on se quitte en musique. Zach, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Au revoir à vous, chers invités téléspectateurs. والله قاصد سبيل توكل والله الوكيل وعلى الله قاصدين سبيل توكلين والله الوكيل حب ذات الإله صلاة على رسول الله